Salut les extraterriens, aujourd'hui on accueille Vincent Garros. Il a eu un parcours exceptionnel dans la voile française, une carrière remplie d'anecdotes et de rebondissements qu'il va nous partager dans cet épisode. On avait vécu 10 années de couple sur notre bateau. J'avais ce rêve aussi d'arrêter à mon meilleur niveau. Le couteau rentre dans mon pied et ça me perfore le pied, ça saigne de partout. En plus de ça, vous allez vraiment connecter avec lui car après sa carrière de voileux, il s'est purement reconverti dans la course à pied, le trail et le marathon. Bref, c'est un vrai passionné et vous allez le voir. Et d'ailleurs, c'est par passion qu'il a créé la marque que tous les coureurs connaissent, à savoir Meltonic, une marque de produits énergétiques pour les sportifs, notamment les coureurs et les trailers. Notre gamme, elle est pensée pour les sportifs, aussi bien femmes que hommes. Tous les produits sont faits à base de miel, produits en France et très souvent bio. Il y a des gels, des purées, des barres, des compléments, bref, toute une gamme, le tout fait à base de produits naturels. Le miel est prédigéré par les abeilles, donc on gagne tous à consommer du miel puisque du coup c'est super digeste. Ils accompagnent des superbes athlètes comme la traileuse Blandine Lirondelle ou Pierre Roland que vous avez tous les deux écoutés sur Extraterrien. En plus de ça, ils ont une super conscience écologique, notamment parce qu'ils ont créé ce petit flacon que je te mets à l'écran qui te permet de recharger en gel avec des recharges qui te permettent tout simplement d'utiliser moins de plastique et de réutiliser à l'infini. Super pratique, n'est-ce pas? Bref, je suis sûr que vous allez adorer, alors foncez, cliquez sur le lien en description. Vous l'avez compris, Vincent et Meltonic sont partenaires de cet épisode, je les remercie très chaleureusement. On va parler bien entendu nutrition sportive et produits en fin d'interview, mais avant, on raconte vraiment tout le parcours de Vincent et toutes les anecdotes qu'il va nous partager. Je vous souhaite un très bon épisode. Salut Vincent. Salut Bart. Tu vas bien? Très très bien, heureux d'être là. Bah écoute également, ça va être un épisode passionnant, j'en suis sûr. Je me permets de te présenter en quelques lignes, peut-être aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaissent pas. Si je voulais simplifier très grossièrement la chose, je dirais que tu as eu deux vies. Une première vie d'athlète de haut niveau, sur l'eau, en dériveur 470, avec ton ami et coéquipier Pierre Le Boucher. Vous avez fait une première Olympiade, on va dire, en tant que suppléant. Une deuxième Olympiade avec un statut on va dire, quasiment de favori, puisque vous étiez deuxième au championnat du monde la même année, en 2012. Tu vas nous dire un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous terminez 7e aux Jeux Olympiques, c'est ça? C'est ça, 7e. Ouais. Tu as été plusieurs fois champion de France, j'ai vu aussi nominé marin de l'année en 2011. Et tu as rebondi dans un autre sport que les auditeurs et les auditrices d'Extraterriens connaissent beaucoup plus autour de l'endurance, de la course à pied. Tu as couru beaucoup de courses. J'ai vu la 6000D, la Diagonale des Fous, marathon de Berlin, marathon de Paris. Voilà, beaucoup de courses tu vas nous raconter. Les Templiers aussi, j'ai vu, et la CCC. Pour ne citer qu'elle, voilà. Et tu as monté une marque que tous les coureurs, je pense, vont connaître aujourd'hui, qui s'appelle Meltonic, avec des produits, on en parle, tu vois, de très différenciants, souvent à base de miel. Et donc j'ai envie qu'on retrace sa vie de carrière et aussi qu'on comprenne l'histoire de cette belle entreprise qui a une si belle réputation, je trouve, dans le monde de la course à pied et des sports d'endurance. Et donc je suis très impatient de faire toute cette interview. Ça te va comme programme? Et c'est parfait, hâte de raconter tout ça. Eh bien, écoute, trop bien. Je te dis, j'ai une question que je pose à tous les athlètes pour commencer. C'est de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport? Mon premier souvenir de sport en voile, je pense que ça sera mon premier podium au championnat de France en équipage, sur le dériveur l'équipe. J'avais 14 ans et du coup, on s'était battu pour atteindre une place sur le podium. Et du coup, ça m'a marqué, je pense, un petit peu. Donc, c'était en 96. Et je pense que ça a été un petit déclic, un déclencheur pour après continuer, persévérer et puis avoir envie d'évoluer sur les différents supports en voile. Qu'est-ce que tu te souviens? C'est quoi? C'est l'esprit d'équipe? C'est l'envie de gagner? C'est moi, victoire au bout? Ouais, j'ai démarré la voile comme tout le monde, tout seul sur son optimiste. Et puis, je me suis vite embêté tout seul. Donc, j'ai voulu naviguer avec un copain. Et donc, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement quelqu'un. Et donc, on a formé un duo. J'ai bien aimé ce côté esprit d'équipe. Moi, j'étais pas plutôt intéressé par le côté acrobate de l'équipier. Donc, j'ai été devant. Et puis, j'ai fait plusieurs duos dans ma carrière. Et sur les petits bateaux, on a démarré la compétition en étant plutôt vraiment en bout de fil, loin derrière. Et puis avec les années, ça a commencé à jouer un peu devant. Donc,
moi, ce qui m'a marqué, ouais, c'était ce premier podium sur un championnat de France. Ok. Donc il y a deux rôles, c'est ça, sur un dériveur? Bah, sur les dériveurs que j'ai fait, donc qui étaient toujours en équipage, il y a un barreur, un équipier. Donc Ok. quelqu'un qui conduit le bateau, qui le dirige, et quelqu'un qui l'équilibre. Donc on va dire que c'est vraiment hyper complémentaire, hein. C'est un duo important, puisque du coup, il faut se parler, il faut communiquer, il y a des sensations, il y a du feeling. Donc il faut bien se connaître, apprendre à bien se connaître. Ok. C'est pas trop dur pour un enfant, les sports d'eau, là, en plein hiver, aller se ramasser dans les vagues, revenir tremper, avoir les doigts congelés avec la corde qui te, Ah si, c'est dur qui te l'hiver. fait très mal. C'est dur l'hiver parce que du coup, effectivement, les météos qu'on a l'hiver sont souvent ventées avec de l'eau froide. Donc en fait, on a froid quoi, concrètement. Même si quand on est jeune, on a moins froid. Plus on vieillit, plus on a froid, je pense. Et en fait, quand on est jeune, bah, on a froid, on a l'onglet. Mais ça forge le caractère. Et souvent, honnêtement, quand on passe au-delà de sessions de navigation très rustiques, et ben on s'endurcit quoi. On s'endurcit dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on arrive après à être plus résistant sur les compétitions. Parce que des fois, les compétitions, même quand on est jeune, elles sont dures. Les conditions sont dures. Et c'est ceux qui arrivent à résister un peu plus que les autres qui finissent devant souvent. Mais c'est vrai que quand en plein hiver, en ce moment, quand il fait 0 degré, pour aller naviguer un mercredi ou un samedi, quand on est jeune, il vaut mieux être 2 sur le bateau, je trouve. Ouais. Effectivement, il y a un écrémage par le confort, j'imagine. Ouais, c'est ce qui plaît hein, aussi, cette notion de liberté, cette notion d'aventure, puis ce partage aussi. Hein, c'est ça qui fait qu'on y va, quoi, qu'il y ait du vent ou pas. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de vent et qu'il fait froid, c'est un peu long, mais bon, il faut passer par toutes les cases hein, pour avoir un panel complet quoi, d'expérience. Ok. Cette course-là, du coup, au championnat de France, c'est quoi? Elle réveille l'envie d'en faire un métier? Ça peut exister, tu vois, dans la tête d'un enfant. Tiens, je vais faire de la voile professionnellement, je vais en faire mon métier. Bah, du coup, j'avais 14-15 ans à l'époque. Après, il y avait encore un cran supplémentaire, c'est le changement de support pour aller sur des dériveurs qui s'appellent le 420 et qui te permettent de naviguer entre 15 et 20 ans, donc un dériveur plus exigeant. Et après, bah, du coup, une fois qu'on a fait le tour de ce bateau et qu'on arrive sur les âges limites, il y a encore un bateau plus grand qui s'appelle le 470, donc qui fait 4,70 m, qui est un dériveur français et qui est olympique. Donc, c'est-à-dire que c'est un bateau qui fait partie des épreuves des Jeux Olympiques. Il y en a plusieurs en voile. Et à l'époque, quand on a commencé à 20 ans, l'association avec Pierre s'est fait par le hasard un petit peu. Hein. On était tous les deux nantais et dans 2 clubs différents. Lui naviguait déjà en 470, moi j'avais fait le tour du 420 et on s'est associés pour essayer de naviguer sur ce support olympique, mais sans la prétention de viser les Jeux, dans un premier temps, parce que c'était un bateau tellement grand pour nous quand on était jeunes. Et puis petit à petit, avec le travail, on a commencé à avoir des résultats, donc ce qui fait que on s'est dit pourquoi pas nous un jour, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, ce duo? Est-ce que ça pouvait ne pas marcher? Bah c'est un esprit d'équipe, c'est un mot fort. Hein, on est passé par différents endroits, mais globalement, on est passé par la Baule, on est passé par La Rochelle. Et du coup, c'est un esprit d'équipe. Donc, avec Pierre, on a eu une complémentarité qui a permis de durer pendant 10 ans. On a vécu 10 années de couple sur notre bateau. On a beaucoup voyagé. On a donc vécu des expériences incroyablement riches, 2 Olympiades. Et ce qui fait que ça a marché, je pense que c'est qu'on avait un profond respect l'un envers l'autre, avec presque même, on va dire, une relation de frère, parce que je n'ai pas de frère, je n'ai que des sœurs. Et du coup, c'était presque un frère pour moi, donc c'était très fort. Alors bien sûr, il y a eu des moments où on se clashait, mais assez rapidement, ça revenait. Et du coup, c'était logique qu'en montant en niveau, les tensions soient plus grandes. Mais si je retiens la globalité de notre relation, c'est quand même une relation très forte avec beaucoup de respect. C'est ça, je pense, qui a été le secret de notre longévité. Ok, ouais. C'est marrant, on aurait pu avoir presque les mêmes mots pour un couple, quoi. Je trouve que tu vois, le respect dans un couple, c'est un des fondements numéro 1, je trouve, pour que ça dure, de ma petite expérience. T'as vu, toi, des autres duos exploser en plein vol? Ah oui, oui. Ouais. Bien sûr, c'est dur, hein, parce que du coup, il faut être en harmonie aussi avec cette passion et puis dans les mêmes timings.
Au niveau des âges, c'est mieux parce que pour tout ce qui est études, c'est toujours mieux. Faut vouloir mettre sa passion devant beaucoup de choses. Et donc, c'était le cas. Donc, nous, on a commencé à La Rochelle. On a été pris en structure Pôle France. Ça nous a permis, du coup, de gagner, on va dire, en rigueur parce qu'on était un petit peu des électrons libres au début, un petit peu aventureux. Hein. On a construit des pièces en carbone alors que ça se faisait pas trop. On a utilisé un stick en bambou. Enfin, on était un petit peu, on manquait de cadre, quoi. Et donc, du coup, on a eu la chance d'intégrer une structure à La Rochelle avec des partenaires d'entraînement. Et à partir de là, donc ça, en gros, c'était suite à un championnat du monde à Cagliari en Sardaigne qu'on a commencé à devenir un petit peu plus structuré et à se projeter vers des échéances comme championnat d'Europe, championnat du monde, les Jeux Olympiques. Mais on était encore très jeunes et il y avait quand même beaucoup de monde devant, beaucoup de concurrence. Donc, il y a aussi une notion de progression, mais c'est une progression lente parce qu'on arrive sur des détails et puis c'est un sport d'expérience là, voilà. Ouais, ok. Juste pour me rendre compte, quand vous arrivez justement ensemble à commencer à construire un projet un peu plus sérieux, il y a combien d'équipes françaises meilleures que vous à ce moment-là? C'est une dizaine, c'est une vingtaine, c'est une centaine, curieusement, on n'est pas si nombreux que ça. En 2004, quand on commence à faire des ronds or, hein, c'est-à-dire première partie de flotte, je pense qu'il y a quinzaine d'équipages, en gros, peut-être une quinzaine, vingtaine d'équipages français, et du coup, il y en a 5 très forts, on va dire, et puis nous, on n'est pas dedans, quoi. Et du coup, on est aux portes, par contre, de ce top 5. Donc, on commence à intégrer les structures jeunes, comme on dit, ou espoirs, qui nous permettent de faire, on est en équipe de France Espoir par exemple, ce qui nous permettent de faire des stages, d'aller un peu sur des épreuves internationales et de se frotter aux meilleurs jeunes. Parce que il y a des classements jeunes au début, puis après il y a le classement senior. Et ça permet du coup de s'ouvrir un petit peu, de voir ce que font les autres et de s'enrichir. Quoi. Ok. On peut en vivre ? Bien sûr, on peut vivre de sa passion, mais la voile est un sport peu médiatisé, donc du coup, la voile olympique. Donc du coup, à notre époque, c'était encore plus confidentiel que maintenant. Maintenant, on en parle plus, mais ça reste quand même un sport peu médiatisé. On peut en vivre grâce à, bien sûr, à la fédération, aux partenaires, mais c'est sans pas lié au résultat, quoi. C'est un peu lié au résultat quand même. Si. Il faut être performant. Si tu n'es pas performant, c'est difficile de vendre un projet dans l'olympisme. Parce que dans l'olympisme, la finalité, c'est quand même d'aller au jeu et de faire une médaille. Donc, non, il faut être performant. Ouais, bien sûr. C'est une des conditions nécessaires, mais pas forcément la seule. Non, c'est pas forcément la seule. Tout à fait. Ouais. Okay. Juste pour bien me rappeler aussi, tu vois, et ça fera peut-être un premier pas vers les sports d'endurance, mais combien il y a de régates sur une étape de Coupe du Monde, tiens, pour les Jeux Olympiques? Comment est-ce que ça se gagne? C'est en combien d'étapes? Pour bien comprendre, tu vois, l'intensité et la difficulté de l'effort. Alors, en 470, en gros, il y a un circuit mondial, une World Cup, avec des épreuves un peu partout en Europe et dans le monde. Donc ça, c'est des épreuves, on va dire, majeures. Et les Jeux, c'est une seule épreuve et c'est sur plusieurs jours, c'est sur 7 jours. Donc il y a un jour de pause au milieu, mais c'est 7 jours, donc il faut être régulier sur plusieurs jours. Donc c'est pas des sports de 10 secondes, quoi. C'est des sports d'une semaine. Il faut être régulier et du coup l'idée c'est d'abord aux Jeux Olympiques, c'est une trentaine de bateaux qui se confrontent. Le but, c'est de faire dans les premiers. Ta place fait ton nombre de points et à la fin, celui qui a le moins de points est le plus devant. Et à la fin, il y a toujours une phase qu'on appelle la Médarès, qui est une phase, un top 10, donc qui permet de faire évoluer les 10 meilleurs équipages pour se disputer la médaille. Mais des fois, la médaille est faite en avance, qu'il y a un ou deux équipages qui sortent du lot, et donc ça permet de... Enfin, c'est ce qui nous est arrivé un peu plus tard. Tu vas me raconter ça. Une journée, ça correspond à combien de temps sur l'eau, du coup ? Alors, une journée en olympisme, sur l'eau, en course, ça peut être 6 à 8 heures. Et du coup, en général, c'est 2 manches. Donc, une manche et 1 heure. Donc, on part de la plage ou du port où on est le matin. On va sur zone. Donc là, il y a en général 3/4 d'heure, 1 heure de convoyage, en mode plutôt cool, on va dire. Et puis, une fois qu'on est sur le lieu du départ, on va faire des bords, on va faire des virements, des manœuvres, regarder le plan d'eau.
Après, il y a une manche à suivre qui dure 1 heure. Donc 1 heure assez intense parce qu'il y a à la fois une notion d'observation, une notion d'équilibre, une notion de communication. Enfin, il y a plein de notions. C'est la richesse de ce sport. Et après, il y a une pause entre les deux manches. Des fois, le vent, voilà, c'est le paramètre qu'on ne maîtrise pas. Il est variable, il n'est pas assez fort, il est trop... Donc là, l'organisation de course décide de mettre un aperçu. Donc c'est un retard. Et du coup, la journée peut vite durer 6 à 8 heures. Donc des fois, en partant le matin à 9h30 sur zone, tu peux revenir à 18h et être bien fatigué nerveusement. Pas forcément physiquement, mais nerveusement, parce que tu as passé une journée au soleil à être un peu ébloui, et puis aussi à attendre, à faire plusieurs tentatives de départ, parce que c'est pas toujours le premier départ qui est le bon. Donc oui, des fois, il y a les flottes, les équipages sont trop excités, donc ils ont tendance à vouloir couper la ligne trop tôt, ce qui fait qu'il y a des rappels généraux. Enfin, c'est un sport qui se joue aussi au mental et à l'endurance. Ouais, donc pour les jeux, tu as une semaine où tu fais 2 manches par jour. C'est ça. Ouais, ça te rince, quoi. Assez épuisant parce que du coup, c'est vrai que... Alors, tu as le droit d'être mauvais une fois sur les 10 manches, mais pas 2. 2, c'est fini tes jeux, quoi. Donc, c'est parce qu'il y a une manche qui saute, la moins bonne manche. Ça peut être une casse matérielle ou c'est une espèce de manche joker. Et c'est vrai que c'est épuisant parce que dès que tu touches à cette manche joker, t'es en sursis, t'as plus le droit à l'erreur. C'est épuisant, alors comme tous les sports, hein, mais c'est épuisant parce que c'est la régularité qui paye. Tu peux naviguer moyennement, mais au final, ça peut faire un bon résultat parce que voilà, t'as quand même été meilleur que les autres. Le but, c'est pas de gagner une manche et de faire dernier, c'est d'être vraiment aux avant-postes. Régulier. Régulier, c'est souvent un bon combo pour être performant. Ouais. Ok. C'est quoi les qualités physiques et psychologiques d'un bon skipper, d'un bon marin, du coup, sur du 470 ? Du coup, sur du 470, l'idée, c'est de... Alors bien sûr, il y a une notion de physique, hein. On a des poids cibles alors qui ont évolué avec les époques, mais à mon époque, pour un barreur, il fallait tout alentour des 60, 63 kilos, voire moins, et pour un équipier, 69, 75 kilos, en fonction de la météo annoncée. Donc on s'affinait ou entre guillemets, on mangeait bien. Après, il y a une notion de gainage qui est hyper importante parce que que ce soit les 2 rôles, il y a du rappel ou du trapèze, et du coup, il faut des abdos en folie. Faut être costaud pour tenir des positions pas agréables pendant plusieurs minutes en statique. Et puis après, il y a des choses qui sont arrivées après, c'est le pumping. Donc c'est du coup plutôt une intervention de l'équipier au près et du barreur au portant, c'est-à-dire qui consiste à secouer un petit peu les voiles pour créer une surpuissance et faire lever un peu le bateau pour le faire accélérer. Donc ça, c'est devenu un peu nouveau, mais maintenant, c'est clairement du quotidien pour tous les supports, hein, que ce soit la planche à voile ou le 470. Donc je dirais qu'il faut être endurant parce qu'il faut tenir 1 heure. Et il faut être aussi explosif parce qu'il faut être capable de gagner un combat, entre guillemets, contre l'adversaire proche qui va pomper plus que toi. Parce qu'il y a forcément des petits temps de pause, de micro-pause, et si toi tu le fais pas, tu passes devant. Des fois, ça joue à pas grand-chose. Ouais. Ok. Et psychologiquement, tu as remarqué des patterns ou des modèles un peu chez certains marins? Après, mentalement, psychologiquement, il y a vraiment aussi un peu d'intox sur le matériel, parce que c'est des bateaux qui sont du coup soumis à des règles de jauge, mais on a des libertés sur les voiles, des libertés sur les mâts, des libertés sur les coques. Et du coup, il y a un peu d'intox technologique. Un bateau qui domine d'un coup, on se dit c'est le matos. Et puis après, il y a aussi un peu d'intox sur la condition physique. Voilà, nous, on avait plutôt une image de gars physique. Mais voilà, on n'était pas très rapide dans le vent néanmoins. Donc c'était un peu paradoxal, mais on aimait beaucoup faire du sport en parallèle. Hein. Donc quand on était jeune, on en faisait trop en parallèle. Donc on allait naviguer, puis le soir, on allait courir, on allait faire un badminton, on allait se dépenser encore plus. Et c'est que avec un peu plus d'expérience et puis le niveau montant qu'on s'est dit non, il faut qu'on garde notre jus pour notre sport, et pour la voile. Et du coup, on s'est restreint à faire des sorties, on va dire, plutôt de récupération, mais pas avec de l'intensité comme on a eu fait dans nos jeunes années. T'avais pas le droit de faire de fractionnés, quoi. Après, concrètement, on adorait tellement le sport quand on était jeune avec Pierre qu'on en faisait trop. En dehors. Donc, on a appris grâce à du coup, des préparateurs physiques et mentaux, à les structures aussi, à garder du jus pour notre sport. Ouais, ce qui est pour la priorité, quoi. Voilà. Ok. Tu t'intéresses à la nutrition à l'époque, ou c'est à partir de quand que ça commence à devenir sérieux? Parce qu'il y a une histoire de poids, là, tu en as parlé tout de suite. Donc,
J'imagine que c'est quelque chose que vous regardez. Alors le poids, on était obligé on s'obligeait à être tous les deux un peu exigeants sur notre poids. Donc c'était un petit contrat moral, mais c'est pas comme au judo où vraiment tu as une pesée. On se pesait, mais c'était pas rédhibitoire. Mais on s'obligeait à garder un poids cible, par respect pour l'autre. Donc moi c'était 72, 74 et Pierre 63. Et du coup, forcément, ça t'amène à t'intéresser à ce que tu manges. Donc très très vite, la nutrition, elle est devenue plutôt une curiosité, un plaisir. Donc moi, j'ai même pas le souvenir depuis quand je m'y intéresse, mais ça fait vraiment longtemps. Puisque de par aussi l'éducation, j'ai toujours préféré la qualité à la quantité. Ça, c'est un de mes fils rouges. Et donc, je préfère manger très peu de bonnes choses que beaucoup de mauvaises choses. Donc, en gros, très vite, on s'est intéressé à qu'est-ce qui peut être bien. On faisait plein de tests pour la vision, les abricots secs, les myrtilles, avec les bonnes vitamines, parce que du coup, on est très ébloui par le soleil. Les bananes, on a essayé des choses avec des bananes aussi, qui est le fruit du sportif, mais pas très digeste. On a essayé le miel aussi, forcément, du coup, qui a été plutôt une bonne idée. La nutrition, on a fait beaucoup de tests et tout, mais à l'époque, c'était quand même encore tôt. Ça s'est beaucoup démocratisé maintenant et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on faisait. Ok. Ouais, à l'époque, tu considères que c'était encore pas forcément hyper sérieux au niveau de nutrition, mais même sur d'autres sports aussi. Ouais, alors on parle du coup de l'époque 2006-2012. On avait une nutritionniste, mais qu'on voyait qu'une fois par an. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun sportif pro qui fait ça c'est beaucoup plus régulier le suivi, quoi. Et donc ça permet aux sportifs d'être tous plus en forme, ça aide à la récupération, tout ça. Ouais, je veux dire, vous aviez tous les bases, mais vous n'étiez peut-être pas suivis autant qu'ils le sont maintenant, quoi. Clairement, c'est sûr, ça a beaucoup évolué. Ok. Qu'est-ce qui se passe en 2008 ? En 2008, du coup, il se passe qu'on est jeune, on commence à se dire qu'on peut aller aux Jeux, donc ça remonte même en 2006-2007, on commence à être un peu à la bataille pour aller à Pékin. Et puis, il y a des épreuves d'observation en 2007, et 5 épreuves, je crois, et du coup, on est dans le match, parce que mathématiquement, je crois qu'on fait 3 fois devant sur 5, donc on se pense légitime à être sélectionné aux Jeux de Pékin. Et puis là, une petite anecdote, du coup, je me rappellerai toute ma vie, j'attendais le coup de fil. On attendait le coup de fil de la DTN à l'époque, et du coup, ça pouvait tomber, ça tombait ce jour-là, quoi. Donc on savait que ça serait pour un oui ou pour un non, et en fait, le coup de fil est tombé, et ça a été non, quoi. Et donc ça a été vraiment une désillusion terrible sur le coup, parce qu'on pensait qu'on était légitime. Donc très dur à avaler pour moi, mon barreur, et après on avait 2 façons de réagir concrètement. C'est soit on trouvait ça injuste et puis globalement il fallait passer à autre chose, soit on se disait c'est comme ça, c'est une décision, il faut la respecter, et le mieux qu'on ait à faire si on veut continuer et apprendre de cette décision, c'est d'être partenaire d'entraînement et de jouer le jeu à fond. Donc c'est plutôt cette deuxième version qu'on a choisie. Donc on a demandé aux sélectionnés si ils voulaient bien de nous en tant que partenaires, et ils ont été super sports, ils ont dit bien entendu. Donc du coup on a joué le jeu à fond, on a été des partenaires d'entraînement donc à Qingdao. On a été plusieurs fois sur le lieu, et puis on a essayé de les aider à optimiser leur matériel, leur mettre des bâtons dans les roues en termes de concurrence, parce que souvent, juste avant les Jeux, ce qui se passe, c'est que certains pays n'ont pas la chance d'avoir deux équipages forts, et ils se retrouvent un peu esselés, donc en gros, ils baissent un peu en niveau. Donc nous, on les a stimulés jusqu'au bout, et puis on a vraiment tout donné pour que ça puisse les mettre dans des meilleures dispositions. Et il se trouve que du coup, ils ont fait un podium, une 3e place à Pékin, donc on est très très contents pour eux, et puis même c'était valorisant pour nous de dire qu'on avait un peu contribué de loin, parce que c'est quand même eux qui ont fait le job avec leur entraîneur. Mais du coup, ça nous a donné de l'expérience, et après, ça nous a donné envie de continuer. Ok. Je crois qu'il y a un des 2 coéquipiers qui t'appelle, non, après les Jeux ? Ça, c'est une anecdote qui est vraiment, on va dire, intime, parce que c'est vrai que c'était entre nous, donc Nicolas Charbonnier me contacte pour savoir s'il veut que j'embarque avec lui dans son projet pour 2012. Alors sur le coup, je suis honoré de sa demande, et j'étais flatté, mais néanmoins, j'en ai parlé à Pierre tout de suite, et puis après réflexion pas trop longue quand même, on a décidé de refuser, décliner sa proposition, puisque j'avais envie de continuer l'aventure avec Pierre, d'aller au bout, de ne pas s'arrêter en si bon chemin entre guillemets, et puis on avait encore notre carte à jouer, quoi. Donc en gros,
En gros, on s'est fixé des règles du jeu pour l'Olympiade qui était à Londres derrière en 2012, qui était, on s'est dit, si on refait pareil, on va encore se faire battre. Donc, sachant qu'il n'y a qu'un équipage qui va au jeu en voile olympique, c'est vraiment une confrontation forte entre plus 2, 3, 4 équipages. On s'est dit, la seule solution pour aller au jeu, c'est de gagner les épreuves d'observation. Et du coup, on s'est plus dit, il faut faire devant l'autre. Il faut gagner. Donc on s'est mis en 2010, 2011, on s'est mis dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on naviguait pour gagner, mais vraiment plus pour autre chose. Et du coup, ça s'est très bien passé parce qu'on a eu la chance de réaliser 3 victoires de suite sur la semaine olympique française, sur la semaine olympique anglaise, et puis aussi sur le test event du coup. Donc ça nous a mis beaucoup de confiance, ça a du coup enlevé de la confiance à nos concurrents. Et puis ça nous a permis d'être sélectionnés. C'est une belle histoire quand même. Jusque-là, ça s'écrit bien, quoi. Ça prouve surtout que dans les échecs ou dans les moments forts en désillusion, ça sert énormément, quoi. C'est comme on le dit souvent, c'est dans les défaites qu'on apprend le plus. Et là, c'est vraiment ça, parce que quand tout se passe bien, finalement, tu es sur du peaufinage de micro-détails. Mais quand ça se passe pas comme tu veux, tu es obligé de te remettre en cause. Et ce qui est important, c'est de noter les choses qui sont améliorables et d'appliquer, quoi. Donc nous, c'est vrai que ça a été une belle satisfaction derrière de pouvoir faire ce qu'on a fait. Une grande fierté aussi avec Pierre d'avoir pu réussir à se sélectionner. Mais c'était pas acquis. C'était difficile parce que l'équipage en question avait fait médaille au jeu. Donc très très haut, on va dire, grosse concurrence. Et du coup... sachant qu'ils s'étaient séparés, c'était plus le même équipage, mais le Barra était toujours là. Donc c'était quand même très, très concurrence, mais la concurrence stimule. Donc du coup, ça a aidé tout le monde à naviguer au plus haut niveau. Ouais, ok. Son histoire, elle me fait penser à celle de Jérémy Azou. Je sais pas si tu vois qui c'est, je pense qu'il est parti avec toi à Londres en aviron. Ah, okay. Et Jérémy, alors pour ceux qui le connaissent pas, moi j'aime bien dire que c'est un peu le Roger Federer de l'aviron français quand même. Il a été 5 ou 6 fois champion du monde, champion olympique. Mais ce qui s'est passé un peu malheureux, c'est que lors de sa première Olympiade, en fait, alors je sais plus exactement laquelle c'est. Il me semble que c'est Londres, mais il y a un faux départ qui est provoqué par les Anglais. Et du coup, ils refont le départ, alors que normalement, c'était lui, son gros avantage, c'était le départ. Du coup, ils perdent la finale, parce qu'ils se sont cramés, en fait. Ils ont ramé pendant 300 mètres dans le vent, tu vois, oui. Pendant que les Anglais avaient simulé leur faux départ, voilà. Et 4 ans après, on lui dit, écoute, tu peux repartir au jeu, mais il faut changer de coéquipier, quoi. Et là, c'est la fédération qui lui a imposé. Donc ça a été très, très dur pour lui, et donc finalement, il a été champion olympique, mais pas avec son partenaire historique, oui. Stan, et c'était c'était une très très belle interview aussi, et ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis, tu as ces histoires humaines qui sont nécessaires en fait. Une fois que tu as commencé ta carrière avec quelqu'un, c'est très difficile si ça se passe bien et que t'oses te remettre en question pour redémarrer, c'est très difficile de séparer, et ça crée des très belles histoires en tout cas. Est-ce que tu saurais nous dire peut-être en 2 points ou 3 points, qu'est-ce que vous avez changé un peu dans votre façon de faire, dans votre façon d'être? T'as dit que à partir de maintenant, on était là pour gagner. Je sais pas, est-ce qu'il y a des petites anecdotes qui peuvent témoigner un peu de cette rage de vaincre, de cette colère, ou des choses que vous avez mis en place que vous n'aviez pas mis en place auparavant, sur des entraînements, sur de la nutrition, sur du mental? Est-ce qu'il y a du concret, tu vois, quelque chose que vous avez vu changer entre 2008 et 2012? Il y a clairement de la maturité. Après, il y a aussi le fait d'avoir eu cette expérience. En fait, honnêtement, on s'est dit, ça sera celle-là et pas une autre. C'est 2012, il faut qu'on y aille. C'est très dur de se sélectionner. Donc, on a mis tous les curseurs petit à petit au vert. C'est-à-dire qu'on a arrêté, on va dire, la dépense d'énergie futile, c'est-à-dire trop de courses en passion derrière. On s'est un peu professionnalisé aussi, voilà. C'est le terme. Moi, en termes d'emploi du temps, on s'est mis un peu plus à disposition de notre sport, donc avec des aménagements dans nos métiers respectifs, parce qu'on était quand même employés dans des sociétés. Et du coup, on s'est dit aussi que les choses qui avaient pêché en 2008, c'était le fait qu'on soit allé à mi-temps, quoi. Et donc, pour l'Olympiade de 2012, on s'est dit on va se mettre à dispo à 100%. Donc, dès 2009, dès 2010, on a mis ça en place.
ce qui nous a donné plus de temps pour faire notre passion. Et donc après, l'objectif, on se l'est scellé entre nous. On s'est dit, voilà, on a raté en 2008. Là, on veut réussir, mais ça va être très compliqué parce que c'est pas parce que tu persistes que tu y vas. Du coup, on a dit, la règle du jeu, c'est on va essayer de gagner les courses. Donc, on a vraiment mis tous les curseurs au vert. Ça va des pieds en l'air, dans le lit, sur des temps où on peut être tous ensemble. Ça va être, on rentre le plus vite possible du parking pour justement récupérer. Ça va des petits détails comme de la ceinture, les aliments qui vont bien pour la récup, d'après nos recherches. Ça va du sommeil, ça va de l'état d'esprit, la cohésion forte, donc préparation mentale. Et tout ça a fait qu'on avait un état d'esprit vraiment j'aime pas le mot, mais de requin, quoi. On voulait vraiment marquer les esprits pour se dire, quand ils auront à faire le choix, là, il n'y aura pas de choix, quoi. Et donc, du coup, on a eu la chance d'avoir sûrement un combo assez favorable en météo, parce qu'on était un équipage plutôt polyvalent et pas typé petit temps ou typé gros, on va dire vent fort. Donc on a eu la chance d'avoir des épreuves avec des vents modérés, homogènes, et du coup on a vraiment été chercher tous les points, quoi. On s'est donné comme jamais. Jamais dans ma pratique sportive, physiquement. On était harassés à chaque fin de manche. C'était un autre niveau d'investissement qu'on n'avait jamais donné. Et ça nous a bien été rendu parce que on a fait la différence point par point, petit à petit. On a gagné donc 3 épreuves d'observation. Et du coup, c'est vrai que on s'est dit qu'en fait, il faut tout le temps naviguer comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Ça prend trop de jus. Donc, quand on commence à naviguer dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de naviguer pour gagner, honnêtement, je pense qu'on déclenche un petit compte à rebours qui fait que ça va s'arrêter assez vite parce que quand on est au top, on ne peut pas le rester indéfiniment. C'est très rare les exemples. Alors, il y en a dans le tennis, des exemples de gens qui restent au top, mais franchement, ça reste très très rare. Donc, nous, on savait très bien qu'en plus, on a le vent qui est toujours aléatoire, donc on n'allait pas pouvoir rester en haut longtemps. Donc, on a tout fait pour mettre les sélections de notre côté. Ok. Ça paye super bien parce que vous êtes vice-champion du monde en 2012, si je comprends bien. Alors en fait, on sélectionne en janvier-février 2012. Après, il y a les championnats du monde à Barcelone. Et c'est vrai que là, on n'avait jamais fait de podium mondial. On a fait 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, presque toutes les places sauf le podium. Et moi, c'était un de mes rêves d'enfance. Ça, c'était un rêve fort de faire un podium sur un mondial en voile. Et ça nous était jamais arrivé. On était passé si près plusieurs fois. Donc en gros, la petite anecdote, c'est une belle anecdote, c'est qu'en mars 2012, on va chercher un bateau en Allemagne, à Hambourg, un nouveau bateau, potentiellement le bateau des Jeux. Et mon club m'offre un couteau, un magnifique couteau de la marque Laserman, donc les couteaux de marin. Et à Hambourg, au moment où on charge le bateau sur le toit, je pose le couteau ouvert, tout neuf, qui coupait super bien, et puis je tire un bout, et donc un cordage, et du coup ça fait tomber le couteau sur la voiture, puis dans mon pied. Et du coup, là, en mars, le couteau rentre dans mon pied et ça me perfore le pied, ça saigne de partout. Et là, je me dis, mince, quelle bêtise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout de suite, on réfléchit pas trop, le bateau était prêt. Je dis à Pierre, je veux pas aller à l'hôpital en Allemagne, tu me ramènes. Donc 14 heures de route pour mon barreur tout seul, et moi derrière avec la pied en l'air. J'arrive à l'hôpital à Nantes, on me dit, non, rien, on désinfecte un peu, il n'y a pas grand-chose. 3 semaines après, on avait la semaine olympique française. Et du coup, mon pied se met à gonfler, à s'infecter. Donc là, je suis pris en urgence à l'hôpital militaire près de Hyères, qui me met sous antibiotiques, des doses de cheval pour que ça ne s'infecte pas, parce que ça pouvait quand même être un peu dangereux. Donc du coup, je ne peux pas naviguer. Du coup, mon entraîneur me remplace avec mon barreur. Ils font la semaine olympique ensemble. Donc, truc pas du tout prévu à 3 mois des Jeux. Je me mets même à flipper en me disant que si ça continue et que je suis pas prêt, ça se trouve, je n'irai pas aux Jeux et on n'ira pas aux Jeux et que c'est l'autre équipage qui ira. Donc, on prend quand même tout ça avec philosophie, mais je me soigne. Et puis, du coup, j'arrive au championnat du monde à Barcelone avec 2 mois de vacances, entre guillemets, 2 mois sans naviguer. Beaucoup d'expérience derrière, mais moins de pratique que tout le monde. Et mon entraîneur est passé par là. Il a navigué avec Pierre, il lui a donné des idées, ils ont mis en place des choses. Et moi, donc, j'arrive à bord avec vachement d'humilité, parce que je sais que Pierre, il est à l'écro, qu'il a envie de faire un beau mondial, et moi aussi, mais en même temps, je me sens... Je suis un peu... Je sais pas si je vais être au niveau, quoi. Et là, on fait la plus belle course de notre vie, quoi. Wow. Donc là, c'est incroyable. Incroyable, flow, parce que
parce que du coup, on est connecté, Pierre est un peu plus directif, j'exécute un peu plus, on est très ouverts l'un l'autre et on fait une course magique, ce qui fait on verrouille notre deuxième place avant la médaille Ress. Et du coup, quand on rentre ce soir-là, j'oublierai jamais, on savait qu'on était podium mondial et même deuxième sûr, et qu'on pouvait gagner. Donc on rentre, et puis le lendemain, médaille Ress, et c'est très accroché, on reste deuxième, mais juste derrière les Australiens qui étaient les Michael Phelps du 470. Quoi. Donc on finit deuxième et on est très content parce que c'était un peu inespéré. Et avec un scénario de blessure juste avant. Quoi. Ok. C'est bon, ton pied va mieux maintenant, tu fais attention avec les couteaux J'ai toujours une cicatrice, j'ai toujours le couteau. Alors, il coupe beaucoup moins bien depuis, mais je l'ai toujours, j'y tiens. Du coup, je suis pas très fétichiste, mais ce petit couteau, j'aimerais pas le perdre. Et mon pied va mieux, ouais. Ça m'empêche pas de faire du sport. Qu'est-ce qui se passe aux Jeux de Londres ? C'est un grand moment. Enfin, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes que j'ai reçus m'ont dit ça fait partie des Jeux un peu de légende, tu vois. Bon, il y a eu Rio après, alors ça peut concurrencer, mais c'est des moments forts, non, pour une première Olympiade. C'est l'objectif. Super fort, parce que du coup, on est sélectionné, donc on fait ce podium en mai là, pour le mondial. Donc moi, je savais que c'était un objectif fort et du coup qu'il allait avoir une rechute un peu derrière de motivation. Je le savais, j'en ai pas assez parlé à mon entraîneur là-dessus parce que du coup, indirectement, on avait un peu moins le couteau sur les dents tous les deux, je pense, enfin surtout moi peut-être. Et du coup, on va au jeu en mode, on va faire tout comme on a fait sur les sélections, on va faire tous les curseurs bien. Mais comme ça sera nos seuls jeux, on va quand même essayer de profiter un peu. Donc on a été à la cérémonie d'ouverture, qui est un moment unique dans la vie d'un sportif olympique, de participer à cette cérémonie. Ça prend du jus et on a voulu y aller. On savait qu'on perdrait du jus là-bas, mais j'en regrette absolument pas parce que nous on était à Weymouth et les Jeux étaient à Londres et ça reste un des moments les plus puissants en termes d'énergie. L'entrée dans le stade, c'est un truc de fou puisque du coup, pour la petite anecdote, c'est vrai que quand on va parader dans le stade en tant qu'athlète, on est cuisiné 6 à 8 heures dans le dispositif d'attente. D'abord, on nous met à la piscine, toutes les nations, donc on se voit, on parle, mais on est assis et on ne fait rien. Après, on nous dit, allez, ça bouge, on avance. Donc c'est un cheminement très lent vers le stade. Donc quand on arrive dans le couloir sous le stade, on est cuit, quoi. On est mûr, quoi. Et du coup, je me rappellerai tout le temps, il y avait tous les sportifs de toutes les disciplines, les Tony Parker, les grands sportifs de tous les sports qui étaient là, la délégation, et puis on entend le bruit assourdissant des tambours avec... alors je ne sais plus quelle était la musique de l'époque, mais c'était très puissant. Et du coup, quand on rentre là-dedans, là c'est vraiment 80 000 personnes qui acclament tout le monde et on sent une espèce d'atmosphère de bienveillance incroyable, quoi. Donc ça restera un moment très puissant. Après, pendant les Jeux, du coup, on avait le statut de favori avec 2 autres équipages, les Australiens et les Anglais. Alors nous, dans la délégation, on avait même le statut de favori, un des équipages, on va dire, qui était médaillable avec même potentiel médaille puisqu'on avait gagné le test event et tout ça. Ça nous a pas aidé, ça nous a mis la pression, c'est sûr et certain. On pensait le gérer, mais c'est très dur à gérer. Et du coup, c'est nouveau en fait pour vous. Oui, et puis nous, on s'est dit on va faire comme on a fait pour les sélections, mais entre les sélections et l'épreuve des Jeux, c'est pas du tout la même chose, puisqu'il y a beaucoup plus d'enjeux finalement une fois qu'on y est, quoi. Et du coup, on a subi les Jeux tous les jours un petit peu, tout en étant tous les jours médaillables. À la fin, sur la médaille Ress, on peut encore être 3e, mais les 2 premières places sont verrouillées. Les conditions de vent ont fait aussi que les équipages plus lourds étaient favorisés, donc les Australiens et les Anglais, qui avaient des gabarits complètement différents du nôtre. Moi, je faisais 74, il faisait 84 l'équipier anglais, donc c'était vraiment des différences énormes. Par contre, la 3e place était là, elle était accessible et on n'a pas réussi à se transcender sur cette médaille Ress et à se dire, on a été moyen toute la course pendant 7 jours. C'est le moment où il faut se transcender. Et en fait, on n'a pas eu cette petite discussion la veille au soir. C'est un petit regret, parce que je pense que si on avait pu se choper l'un l'autre et en discuter avec notre entraîneur et se dire, bon les gars, objectivement, vous êtes moyens, mais vous avez encore une chance de le faire. Et du coup, on est passé à côté de notre médaille Ress. Donc c'est un peu dommage, puisqu'en plus, on était 6e, on perd une place. Mais après, ça restera quand même une expérience unique. Donc, pas de regret plus que ça. T'avais prévu d'arrêter après ? Alors moi, c'était prévu, oui, tout à fait. J'avais informé Pierre que ça serait nos derniers JO. Ouais, au fond de lui, je pense qu'il disait peut-être que Vincent continuera, mais moi, j'avais envie de
de passer à autre chose, de faire ma reconversion professionnelle, de fonder une famille. Et du coup, concrètement, j'ai gardé beaucoup d'émotions de ce dernier bord où on rentre à la cale parce que je savais au fond de moi que c'était fini, que c'était 20 ans de voile qui allait se tourner. Mais comme c'était ma décision, et donc Pierre l'a respecté parce qu'après il a rebondi avec mon entraîneur du coup. Mais je veux dire, en gros, moi j'étais à l'aise quoi, sur le sujet, j'avais fait le tour, hein, le circuit je le connaissais, j'avais vécu beaucoup de bons moments. Et puis aussi, ça c'est encore une petite anecdote, mais une conviction très personnelle, j'avais envie d'arrêter en haut, c'est-à-dire au sommet de mon art et de mon sport. Parce qu'aujourd'hui encore, je trouve tellement dommage que des grands champions, malheureusement, continuent par obligation médiatique ou de partenariat et finissent par des niveaux qui ne sont plus les niveaux qu'ils ont atteints. Donc moi, j'avais ce rêve aussi d'arrêter, voilà, entre guillemets, à mon meilleur niveau, et j'avais pas du tout envie de finir usé, fatigué, aigri, par rapport au fait que si j'avais 30 ans à l'époque et les jeunes, ils avaient plus de vitalité, donc ça... J'étais un peu cassé physiquement aussi, hein. Objectivement, on le cachait, hein, tout ça, mais un peu usé physiquement quand même. Ok. De la sélection surtout aussi. Ça laisse du jus mental, nerveux et physique. Ok. C'est quoi? C'est des petites blessures? C'est une fatigue corporelle? Alors physiquement, on récupérait moins vite que les jeunes qui arrivaient derrière, hein. Il y avait une génération qui arrivait très talenteuse, hein, qui était champion du monde junior, champion d'Europe junior, qui raflait tout. Et il y avait quand même presque 7 ou 8 ans d'écart d'âge. Donc, en gros, nous, quand on récupérait au top, eux, ils allaient potentiellement... ils récupéraient plus vite et en faisant moins d'efforts. Donc, on savait contre quoi on se battait, contre la jeunesse. Donc, Puis même en même temps, au fond de moi, je pense que je m'étais dit, j'avais fait mon tour. J'avais bien profité. Et que 30 ans, c'était un super âge pour moi, hein, de passer à autre chose. Ok. Quasiment un an après, tu montes Meltonic. Tu savais déjà que tu voulais créer cette entreprise-là? Alors en fait, l'histoire, c'est que en 2008, 2006, 2007, 2008, je me suis intéressé aux abeilles. J'ai un ami marin qui s'appelle Adrien Hardy qui m'a dit viens voir, j'ai des abeilles. Moi, ça me faisait très très peur, les abeilles. J'étais fasciné, mais j'avais très peur. Et donc j'ai mis la tenue, il m'a montré comment ça fonctionnait, et puis il m'a dit si tu veux une ruche un jour, si tu veux t'y mettre, t'as juste à acheter une ruchette et puis on y va, quoi. Puis 2 semaines après, il m'appelle, j'ai un essaim. Donc je m'y mets. Je m'y mets chez moi, je monte jusqu'à 5 ruches, je me passionne pour les abeilles, je fais mon miel, super content, hein, vers Nantes. Et puis du coup, ça me pousse à contacter la société Famille Marie qui est basée en Anjou pour un partenariat pour notre équipage, donc en miel, en produits de la ruche. Donc société qui était à 50 km de là. Donc je rencontre Benoît Marie pour la première fois. D'abord, je lui fais bien une approche par téléphone ou par mail, et puis je le rencontre. Et puis du coup, sur le principe, il nous dit pas de problème, nous on pourra t'aider sur ta saison en produits de la ruche. Donc nous, on est hyper fiers d'avoir Famille Marie sur le bateau, avec d'autres partenaires, mais on utilise les produits. Donc ça amène aussi les concurrents et puis les Français à se dire ils utilisent du miel, pourquoi pas et tout. Et c'est vrai qu'en 2012, quand j'arrête, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de faire un bilan de compétences. Pour savoir si j'étais toujours un peu dans le mood de mes études qui étaient plutôt techniques et aussi commerciales. Parce que tu faisais quoi avant? Alors moi j'ai fait un IUT matériaux à Carquefou à Nantes, et puis après une licence pro commerce à Saint-Nazaire. Donc tout ça dans l'Ouest. Et puis l'idée, moi, c'était d'avoir des études plutôt courtes, parce que j'étais à fond depuis toujours sur des emplois du temps aménagés voile, mais je voulais bosser vite. Et donc c'est vrai que tout de suite je me suis dit bilan de compétences, donc ça m'a ressorti plusieurs profils, dont un aventurier sur les 3. Ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'à l'époque, j'étais déjà fan de Mike Horn et du coup, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que j'avais faussé le questionnaire rien qu'avec le fait que j'aimais ça, mais quand même un petit côté aventurier. Et puis entrepreneur aussi. Donc du coup, pour la petite histoire, j'ai voulu partir dans les lunettes d'abord, dans les lunettes solaires. Et j'ai fait un entretien à Paris, place Vendôme, pour une grande marque de lunettes de sport. Et en fait, ça ne s'est pas fait, puisque au cours de l'entretien, la personne qui était sûrement le dirigeant à l'époque m'a plutôt vu dans la mode, sur des marques italiennes du catalogue. Et là, quand j'ai vu que l'entretien basculait sur de la mode et tout, j'ai tout simplement dit non, moi c'est le sport qui me fait vibrer, donc c'est pas possible. Et après je me suis dit qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'adore la nutrition. On a eu des partenaires nutrition pendant tous nos 10 ans de navigation. Et puis du coup, Famille Marie, alors c'est dommage, ils ont qu'une barre de céréales, ça fait pas beaucoup, il y a un potentiel. Et c'est là qu'en fait, en échangeant avec Benoît, on s'est dit il y a moyen de créer
des gels à base de miel, parce que du coup, tous les gels du marché à l'époque étaient sur du sirop de glucose, et ça l'est encore beaucoup, hein. Mais Benoît étant coureur à pied, marathonien, trailer, il avait déjà fait des essais sur des mélanges de miel avec des plantes, des huiles essentielles. Et donc, en gros, le timing était le bon. Donc, ça, c'était en début 2013. On s'est dit, moi, j'ai dit, je veux bien donner toute mon énergie sur un projet comme ça, de création de marque. Et Benoît m'a dit, moi, je veux bien lancer le projet avec toi. C'est une super idée. Par contre, je peux pas t'embaucher, hein, c'est pas possible. Mais voilà, trouve-toi un job pendant plusieurs mois et on va créer la marque ensemble. Et on va bénéficier, on va utiliser les services support de la société Famille Mariée pour du coup créer un site web, créer des produits, lancer une gamme. Donc ça, on a fait ça pendant plusieurs mois, hein, presque un an, hein. Et du coup, au 1er janvier 2014, on a lancé Meltonic online. C'est une belle histoire. Ah, super histoire, parce qu'aujourd'hui, on a fêté nos 10 ans. Et du coup, on est une petite équipe jeune, dynamique. Et on est une petite dizaine de personnes, mais alors, maintenant basée plutôt vers Nantes, hein. On est dans le Muscadet, dans le vignoble nantais, à la Fouassière. Et l'aventure continue. Ok. C'est un défi aussi technique de faire des gels à base de miel. Tu disais qu'il y avait 100% du marché qui était à base de sirop de glucose. Est-ce que le miel est moins liquide, plus liquide, ou est-ce qu'il a des propriétés qui peuvent rendre ça aussi plus difficile à produire? On a fait plein de tests, hein, pour partir sur le bon miel, parce que le miel, c'est un produit 100% naturel, issu des abeilles, et qui du coup se digère bien. Ça, c'est un fait. Quand on prend du miel sur son tartine de pain beurre le matin, peu de gens ont des ballonnements à 10 heures. Le miel est prédigéré par les abeilles, donc on gagne tous à consommer du miel, puisque du coup c'est super digeste. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire des essais avec des plantes, des huiles essentielles, et donc dans des formats de gel. Et du coup on a très vite vu, de par des analyses, que l'index glycémique il était relativement bas, que c'était digeste et que c'était bon. Et avec pas de synthèse, donc pas de sucre de synthèse, et donc plutôt des gels, on va dire, intéressants d'un point de vue recette, d'un point de vue efficacité, puisque l'index glycémique étant modéré, ça permettait de reculer un petit peu les pics. Enfin, c'est très intéressant. Donc on les a testés sur des marathons, ça nous a donné satisfaction, et donc on s'est dit, c'est le produit différenciant de la gamme, les gels naturels au miel, aux plantes et aux huiles essentielles. Ça a été vraiment le produit en rupture dans la gamme. Après, on a aussi sorti des bars, des boissons, des compléments, des soins d'entrée de jeu pour avoir une gamme assez, on va dire, assez large. Mais ça reste quand même le produit qui, encore aujourd'hui, est différenciant sur le marché. Ouais. Vous testez sur vous-même, du coup? Alors, oui, on a tout à fait. Au début, on a eu la chance, en interne, chez Famille Mariée, d'avoir des sportifs qui, eux aussi, faisaient du marathon. Donc, très, très, très bons, entre guillemets, sur les feedbacks, les tests. Benoît également, bien sûr, moi-même. Quelques ambassadeurs, parce que du coup, quand on a commencé l'aventure en 2014, on a tout de suite cherché un ambassadeur local qu'on a trouvé sur un cross à Vertou. Et du coup, ça nous a renforcés. Donc, au début, quand on a lancé la gamme, on l'a lancé sur du noir et blanc, sur les packaging, en étant persuadé que la qualité des ingrédients allait faire la différence. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait de la couleur pour que ça se distingue bien, et puis qu'il y avait aussi, du coup, les côtés intéressant d'aller chercher des emballages qui étaient moins, on va dire, moins plastiques. Donc, on a tout de suite été intéressé pour mettre de la couleur et puis chercher des solutions écologiques sur les emballages, notamment avec des accessoires comme la fiole qu'on utilise depuis 9 ans maintenant. Donc c'est une fiole éco-rechargeable qui permet de mettre nos gels dedans et qui évite de courir avec l'emballage. Donc on a des recharges, et les sportifs ont des recharges chez eux. Ils remplissent la fiole, et quand ils font leur marathon, leur trail, leur triathlon, ils ont juste à dégainer la fiole, qui se lave très bien à l'eau chaude. Et donc ça, c'est un accessoire qu'on a depuis longtemps dans la gamme et qui vit très très bien, puisque c'est réutilisable. Mais je l'ai vu, je l'ai utilisé, donc je vois très bien de quoi tu parles, et je trouve que c'est une belle innovation. Vous avez été le premier à le faire, ça? Oui, du coup, c'est vrai qu'on a... Non, pour être honnête, il y avait d'autres marques qui avaient des solutions, mais pas exactement comme celle qu'on a développée. On a rajouté des petits repères visuels, et puis on a fait aussi tout de suite 2 tailles pour ceux qui avaient des efforts courts de moins de 2 heures ou des efforts plus longs. Mais aujourd'hui, sur un marathon, c'est l'accessoire indispensable. Ça permet de ne plus avoir 6 ou 8 gels dans les poches. On a 2 fioles et ça tient le marathon, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, tu cours à quel niveau à ce moment-là? Au moment de la fin des jeux et au lancement de Meltonic, je suis en pleine forme, parce que je capitalise toutes mes années d'investissement, et puis le sport a toujours été ma passion. Donc
c'est vrai qu'en 2012, je tente le marathon de La Rochelle en mode sans prépa, mais en mode tiens, on va voir ce que ça donne avec la forme olympique. Et donc, à l'époque, j'étais sur 2,52, 2,53, et puis je fais 2,58. Donc, je suis content parce que je fais moins de 3 heures, et puis on me disait que c'était dur de faire moins de 3 heures, donc j'étais hyper content. Après, j'ai retenté plein de fois, j'ai jamais réussi. Mais c'est un beau marathon en plus, La Rochelle. Hein. Je crois que c'est le deuxième plus gros en France. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un marathon historique sur lequel on a une petite bourriche d'huile d'arrivée. Donc c'est avec aussi un coupe-vent vintage blanc. Et c'est un marathon de bord de mer sur lequel il peut y avoir du vent avec un beau paysage. Ouais, je l'ai fait 2 fois celui-ci. Ouais, moi j'ai un souvenir à m'être pris une sacrée drache sur le. En fait, ça fait 2 boucles, hein, il me semble. Ouais, c'est 2 boucles, c'est ça. 2 8, donc on fait 2 fois le 8. Donc chaque moitié du 8 correspond à 10 km. Et je me souviens d'avoir mon tout dernier, ma toute dernière boucle avec toute une partie qui était au bord de la mer dans le port un peu industriel, qui n'est pas forcément le plus fun juste avant d'arriver dans le centre-ville, là où par contre il y a une ambiance de folie. Avec une sacrée drache, j'en ai un souvenir mémorable. Ouais, c'est une très belle course. C'est quoi les propriétés nutritives du miel, tu vois, comparé justement au sucre? T'as dit que c'était un indice glycémique plus bas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a donc ça retarde, on va dire le pic glycémique. Oui. Mais ça reste, c'est quoi? C'est 100% de sucre? C'est un mélange fructose-glucose, du coup avec une dominance de fructose. Et donc nous, on a choisi le miel d'acacia dans nos gels parce que c'est un miel qui est très liquide, qui ne cristallise pas du coup, du fait du taux de fructose, et qui a un goût assez neutre. On aurait pu mettre d'autres miels plus forts, mais ça n'aurait peut-être pas plu à tout le monde. Du coup, on a aussi, bien sûr, rajouté des plantes, comme la cérola qui a de la vitamine C, du ginseng, du guarana, de l'amande poivrée. Enfin, on a 6 gels, et du coup, les huiles essentielles aussi qui donnent des goûts et puis des petits apports très intéressants pour la digestibilité. Très important dans les sports d'endurance. Alors, en course à pied, la digestibilité est très importante, parce qu'on le sait, plus l'épreuve dure, plus l'estomac est mis à rude épreuve. Mais en vélo, un peu moins important, puisque c'est un sport porté et ils ont moins de contraintes de digestion. C'est quelque chose qui revient souvent sur les gens qui cherchent de la nutrition pour les sports d'endurance, la capacité à le digérer. Pour tous les marathoniens et même, je pense, triathlètes aussi, je pense, mais marathoniens, là je sais de quoi je parle, il y a le stress de la digestibilité, ça peut foutre en l'air son marathon et donc ça prépare. Et donc c'est important on voit beaucoup encore de gens qui vont vomir sur le marathon. Alors ça peut être aussi de l'eau froide. C'est le lactate, non, qui fait vomir. Ça peut être l'eau froide sur les ravitaux, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le dernier repas, le stress, tout ça. Mais néanmoins, on est obligé de prendre un certain nombre de glucides à l'heure pour que le corps puisse continuer à avancer dans le rythme. Et donc on est obligé de prendre des choses qui nous amènent de l'énergie. Et si on prend des choses trop sucrées en répétition, ça peut vraiment brouiller tout, quoi. Donc c'est vrai que là, le miel là-dessus, il est superbe. Ça permet de sécuriser de ce point de vue-là, quoi. Ok. Et on peut faire un 100 grammes de glucides à l'heure avec du miel, uniquement avec du miel. Alors si c'est que du miel, ça va être dur parce que la texture va être déjà un peu épaisse et puis du coup dans le rythme, ça va être dur à assimiler. 100 grammes, déjà c'est beaucoup à l'heure. Ouais. J'entends des chiffres moi, sur les cyclistes pro qui sont incroyables, de l'ordre de 60-80 grammes heure. Après, pour la masse, les sportifs qui ont les ambitions de raisonner de 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, 3 heures, 3 heures et demie, on n'est pas sur ces doses-là. Il faut être plus raisonnable en termes de glucides à l'heure. Ouais. Tu recommandes quoi pour un sportif amateur qui veut faire 3 heures au marathon à peu près? 15 grammes, 30 grammes pour les gels, c'est bien. Après, du coup, on peut aussi prendre d'autres choses. Il y a des structures, des textures solides, des barres, il y a aussi l'hydratation. Enfin, le tout, c'est d'amener tout ce qu'il faut, quoi, et des fois pas en même temps, quoi. Ok. Ouais, donc selon toi, on n'est pas obligé de faire comme les pros qui s'avalent des quantités farmeuses. Surtout pas, parce que les pros, en fait, ils ont déjà pas notre entraînement. Et du coup, ils vont plus vite. Et prendre ce que prend un pro, quand on n'est pas un pro, ça n'a pas forcément de sens, quoi. Il faut trouver des choses qui nous correspondent. C'est pour ça que nous, notre gamme, elle est pensée pour tous les sportifs, les sportifs, aussi bien femmes que hommes.
avec des produits qui sont du coup naturellement digestes, parce qu'on met du miel ou de la gelée royale dans tous nos produits. Et du coup, on a cette chance d'avoir un effet de digestibilité intéressant. Il y a d'autres propriétés du miel, je sais pas, est-ce qu'il y a plus de vitamines, il y a plus de minéraux je t'emmènerai juste après sur la propolis et la gelée royale, parce que pour plein de gens, ils savent pas exactement ce que c'est, et je crois il y a beaucoup de propriétés, mais est-ce que dans le miel, simplement dans le miel, il y a d'autres types de propriétés, tu vois, un peu santé Le miel, c'est un produit un peu magique, produit par les abeilles et exclusivement du coup butiné sur les plantes, les fleurs. C'est un produit qui est vivant, c'est un produit qui est jamais le même en fonction des floraisons, des récoltes. Ah ouais, j'avais pas pensé. Okay. On peut avoir de miel d'acacia très clair, un peu foncé, et puis c'est des dominances, donc c'est-à-dire que c'est jamais du pur monofloral, c'est très rare. Mais en tout cas, le miel, ça a plein de vertus. C'est un des rares aliments naturels sur la planète. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais très peu, je pense. Et du coup, il y a des vertus antioxydantes aussi, il y a plein de vertus intéressantes. Ça va donc du miel pendant l'effort, avec des mélanges. Plantes, huiles essentielles, c'est quand même très, très riche. Mais on peut aussi prendre du miel, comme on le sait, pour la gorge, du miel pour la digestivité. Donc nous, on a une offre qui est glucidique principalement, et on a aussi une offre lipidique maintenant avec des purées de cacahuètes, de cajou, qui amènent du gras et de la calorie. Parce qu'au final, sur l'endurance, on a aussi besoin, ça dépend du durée de l'endurance, mais si on dure un peu, là, les 3-4 heures, et 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, il faut amener de la calorie, sinon on n'a plus de glycogène et on fait une baisse de régime, quoi. Ouais, bien sûr. Je vois très bien. Puis il y a un besoin aussi de satiété, quoi. Ouais. Si tu tournes... moi, je me sais sur le GR20, à force d'être sur des gels ou même des barres très sucrées, au bout d'un moment, on a envie un peu de matière et de corps, quoi. C'est ça. Sur le marathon de Séville en 2024, j'ai testé du coup pour la première fois sur le deuxième semi des purées, cajou, cacahuètes dans une fiole. Et j'ai été agréablement surpris parce que finalement, même si c'est un peu sec en bouche, ça passe assez vite, en 15 secondes. Et puis derrière, j'ai senti une satiété un peu et je pense que ça m'a aidé à reculer le mur et du coup, on va dire la baisse d'énergie, quoi. J'en suis intimement convaincu. Donc je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher du coup sur des mélanges entre les glucides et les lipides. J'ai vu que dans vos produits, il y avait effectivement aussi de la gelée royale et du propolis. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les abeilles, elles font plusieurs choses. Elles ne font pas que du miel. Effectivement, donc, elles font de la propolis, qui est une résine végétale issue principalement des arbres. Donc, c'est un antiseptique très puissant. C'est un antibactérien. Donc, on en a un petit peu dans peu de produits. Donc, on en a dans un gel, le gel coup de frais, avec de l'amande poivrée et de la propolis. On en a dans un complément alimentaire. Donc, c'est très bien pour fortifier globalement les défenses. C'est un des ingrédients de la ruche qui se récolte, on va dire, à la spatule et qui est souvent réservé à l'apiculteur, puisque du coup, c'est un peu à l'usage exclusif de l'apiculteur, mais c'est un ingrédient rare à trouver du coup, mais qui est super, qui a plein de vertus, qui est un petit peu méconnu selon moi. Dans le sport, c'est pas forcément facile parce que ça reste quand même quelque chose qui a une texture un petit peu chewing-gum. Donc pendant l'effort. Donc du coup, normalement, faut pas l'avaler, mais bon, les anciens l'avalent, la propolis, mais donc du coup, moins facile en usage. Après, la gelée royale, on en met dans presque tous nos produits, donc c'est l'ingrédient le plus précieux de la ruche, qui est récolté avec le moindre de volume, donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais on en met donc des petites doses dans tous nos produits et ça amène des vitamines, des minéraux. C'est une petite perle des abeilles qui est réservée à l'usage exclusif de la reine. Ok. Ah ouais ? Tout à fait, ouais. Elle est nourrie toute sa vie à la gelée royale. Ok, je savais pas ça. Ok, intéressant. Donc c'est un miel plus quoi, en fait. C'est pas du miel, puisque du coup, si tu as l'occasion de goûter, tu verras, c'est très amer. Hein, c'est un goût un peu spécial. C'est pour moi pas forcément sucré. Hein, c'est des textures différentes et en général, c'est dur à prendre seul. Alors ça se prend le matin à jeun, mais ça a un goût un peu spécial. Et du coup, c'est souvent pour ça qu'on peut le mélanger avec d'autres choses, donc des huiles essentielles, du miel, des plantes. Et donc, tu me disais, attends, je reviens sur la propolis, tu me disais, tu peux en mettre sur une verrue et ça te fait disparaître. Ça a plein de vertus, ça s'utilise aussi sur les dentifrices,
Les verrues, oui, ça peut fonctionner. Ça va attaquer la verrue très fort. Et puis, c'est naturel, quoi. C'est de la résine végétale. Faut insister un peu. Faut en mettre tous les jours pendant quelques jours. Mais il est possible que ça parte, ouais. Putain, c'est fou. Ok. Mais ça reste, comment dire, pas dangereux d'en manger, quoi. Bon, les anciens diront que non, je pense. Après, voilà, je pense qu'il faut être apiculteur pour le manger. Parce qu'on sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait. Et du coup, souvent, ils chiquent ça pendant qu'ils visitent les ruches. Donc, Ok. ça dépend des personnes. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher vos athlètes, par exemple, ambassadeurs avec qui vous travaillez? Je sais que vous travaillez quand même avec des top ambassadeurs. T'as parlé un peu de Pierre Rolland, le cycliste. Il y a aussi Blandine Lirondelle, Marion Delépierre aussi, sur du trail. Qu'est-ce qui leur plaît dans les produits, justement? Alors nous, on a c'est vrai que ce petit côté, on va dire famille, qu'on a historiquement de la société Famille Marie. Et puis aussi, c'est dans notre ADN de trouver des ambassadeurs qui partagent nos valeurs. C'est très important pour nous. Donc, c'est-à-dire des produits naturels, hein, pas de synthèse, autour des abeilles. Donc, souvent, c'est des rencontres. C'est des gens qu'on va rencontrer une première fois, avec qui le courant va bien passer, qui ont envie de mettre en avant Meltonic. Et nous, on a aussi envie de les mettre en avant. Donc, on va dire que c'est des partenariats qui sont comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a de la route, hein, avec Manon Trapp aussi, là, qui court super vite en ce moment. On a du trail avec Blandine, Marion, on a aussi Aurélien Sanchez, on a plein de trailers, Antoine Clément cette année, qui sont très motivés et puis qui du coup s'y retrouvent dans l'utilisation de produits naturels et de produits digestes. Et après, on a dans le cyclisme, on a Pierre Rolland, on a Audrey Cordon-Rago aussi qui viennent de rejoindre l'équipe. Donc ça, c'est des profils qui sont plus en vélo, on va dire, après une carrière pro, et qui aujourd'hui ont envie de consommer des produits, on va dire, naturels, et puis de se faire plaisir gustativement. Et ils ont aussi plein d'idées de développement produit, parce que nos ambassadeurs aussi ont des feedbacks très précieux, hein, sur ce qu'eux aimeraient avoir, donc on est à leur écoute. Ils ont les mêmes produits en course que les athlètes amateurs? Oui, alors c'est vrai que des fois on fait des protos, bien sûr, et du coup ils testent des choses, hein. Mais ils testent pas en course, j'imagine. Pas forcément, ouais, voilà, c'est plutôt l'entraînement. Ouais. On a des formules, pour mettre un produit au point, ça demande du temps. Et c'est vrai qu'ils sont dans les étapes de conception d'un produit, donc ils sont sollicités, et on tient compte de leur retour pour affiner les recettes, quoi. Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quoi les retours fréquents ou les besoins? Ces dernières années, on a eu des demandes de produits salés. Donc, c'est vrai qu'on a développé la gamme salée. Chez Meltonic, on a une belle gamme assez large sur les produits salés. On a eu aussi... Avec du miel. Avec du miel, bien sûr. Donc, ça fait des mélanges un petit peu gourmands aussi, hein. Et puis, on a ces derniers temps des demandes aussi sur le gras, donc sur le lipide. C'est pour ça qu'on a développé une gamme de purée salée avec cacahuètes, cajou. Qui amène énormément de calories. Et c'est vrai que pour des profils comme Aurélien Sanchez, qui a fait la Barclays et qui a gagné la Barclays, ou qui a fait la 666 km l'été dernier, c'est des produits qu'ils adorent consommer, parce que c'est beaucoup de calories en très peu de contenants. Intéressant, ouais. Et ça prend combien de temps de faire un produit? Tiens, là, tu en as amené quelques-uns. Je vais regarder, mais là, je vois, il y a des gels. Ça prend combien de temps à le confectionner, tu vois, si tu veux en faire si tu veux faire un nouveau goût, tu veux tester une nouvelle formule, c'est quoi les différentes étapes et combien de temps ça prend à peu près? Raisonnablement, je dirais que ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus, hein, pour concevoir un produit. On a déjà on a le côté idée, innovation, qu'il faut sur lequel on soit sûr. Donc on est plusieurs, hein, chez Meltonic on va dire à être sur ce sujet. On a Renaud, on a Benoît, on a moi, on a aussi tous les collaborateurs, et puis on a les ambassadeurs. Donc ça fait beaucoup de personnes à donner leur avis. Ensuite, on va dire qu'on affine la formule en fonction de ce qu'on veut, en termes de glucides, en termes de lipides, en termes de protéines aussi, et puis en termes de goût, bien sûr. Ça va durer plusieurs semaines, hein, plusieurs mois. Et après, on travaille avec des façonniers locaux, hein, principalement dans l'ouest de la France. Étant basé près de Nantes, c'est plus facile pour les échanges. Ouais, donc ça prend du temps, en fait.
Qu'est-ce qui prend le plus de temps, au final, dans le process? Disons qu'on est quand même une petite équipe, du coup, on est capable d'être très réactif sur des lancements produits, néanmoins. Maintenant, ça dépend des sujets. Voilà, sur certains produits, on va dire que ça peut être plus long par rapport au fait que c'est nouveau, c'est très innovant, donc faut être sûr voilà, que le produit va correspondre à tous les critères. Mais on est capable de sortir un produit rapidement et on est aussi capable, malheureusement, entre guillemets, de mettre plus de temps. Mais c'est toujours en privilégiant la qualité. C'est indispensable pour nous de sortir des produits qui sont aboutis. Alors, bien sûr, on les fait évoluer des fois dans le temps. Mais par exemple, le gel que tu as dans la main, c'est une recette qui n'a pas changé depuis 10 ans. C'est la seule, le gel endurance, avec du ginseng, de la gelée royale, celui-ci, et de l'orange douce. Celui-ci, il n'a pas changé depuis 10 ans. Mais après, souvent, on fait évoluer les recettes un petit peu. Alors, c'est des micro-détails, mais ça peut être un peu plus de sel, ça peut être un peu plus de protéines. Ok. Et à ce moment-là, tu as une entreprise en fait qui vient, tu leur dis écoutez, je voudrais avoir du miel et du ginseng dans mon gel. Et tu leur suggères des pourcentages, c'est eux qui le disent. Comment ça se passe un peu ça? C'est nous qui sommes plutôt précurseurs sur les idées. Hein. Après, voilà, on va dire que chacun son métier. Nous, on est à la conception et puis après, ils sont à la fabrication. Donc, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire aussi de collaboration depuis de nombreuses années. Donc, on se connaît, on sait comment on fonctionne et on a des partenaires historiques chez Meltonic qui nous aident depuis 10 ans. Et moi, ça me fascine, en fait, tu vois, de me rendre compte à quel point, vu que je viens du monde un peu du web, du contenu, où tout est facile à faire, tu vois, faire un podcast ou faire une vidéo, ça peut être très rapide, surtout maintenant avec les outils. Tu sais, j'ai toujours beaucoup d'admiration quand on fait du produit et de l'alimentaire, parce que je me dis, il y a toujours beaucoup de contraintes, ça prend du temps, ça passe par des machines, il faut l'empacter, il y a plein de normes aussi. Donc chapeau pour ça. Là, j'en ai pas vu parmi ceux que tu m'as tendu là. Vous faites des produits à la caféine. Tu m'as raconté que tu avais eu une drôle d'expérience au marathon de New York sur la caféine. Ah oui, sur le marathon de New York en 2019, donc j'ai eu cette chance d'avoir un dossard et c'était un rêve d'enfance de le faire une fois. Mon père m'en ayant parlé que en bien, je voulais avoir cette expérience. Et c'est vrai que sur le village du marathon de New York, incroyable, c'était en 2019 et la marque partenaire, c'était une marque américaine. Et donc curieux, je vais sur le stand et j'aborde une personne qui vendait les produits et je lui dis bonjour et je lui dis qu'est-ce que vous avez à me proposer pour le marathon et là, la question, ça a été caféine ou not caféine. Il n'y a pas eu plus de sujets que ça et je me suis dit waouh, là on n'est pas en France, c'est clair, c'est différent. C'est la première question qu'il m'a posée. Donc en fonction de ma réponse, il m'aiguillait vers différents produits. Et donc là on est 5 ans après. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a une demande en caféine qui monte. Les cyclistes l'utilisent beaucoup, les coureurs à pied aussi. Donc on a sorti un gel à base de caféine. Donc 200 mg de caféine, 29 g de glucides, du magnésium sur un support de miel d'acacia dans un format plus gros. Donc c'est ce fameux gel 40 grammes. Donc c'est vraiment un produit qui va être super à utiliser du coup sur les épreuves nocturnes, sur le marathon, sur toutes les épreuves d'endurance, si la personne veut un effet booster on va dire, important, puisque du coup, il y a l'équivalent de 4-5 cafés quand même dans un gel caféine Meltonic. Ouais, donc faut pas en prendre 10, quoi. Oui, c'est ça, la préconisation, c'est d'être un ou deux à des moments clés, et du coup, il y a vraiment un effet booster. Ok. Ça devient plus difficile à créer quand il y a de la caféine? Il y a plus de contraintes, je sais pas, pour que ça soit soluble ou par rapport à la forcément, alors... Du coup, il y a une histoire de goût. Notre gel caféine, il est assez fort en goût, mais c'est normal puisque c'est à base de café vert et aussi de guarana. Et donc, on a un côté puissant, quoi. Hein. Mais pas forcément. Il faut, voilà, après, c'est des subtils mélanges. Mais là, on est sur une texture du coup assez liquide. Un gel qui va trouver sa place, je pense, dans la gamme tout au long de l'année 2025. Hein. Ok, ouais. Ouais, c'est fou de voir effectivement en l'espace de 4-5 ans à quel point la caféine est apparue dans quasiment tous les produits, dans toutes les gammes, quoi. Je me souviens, 5-6 ans en arrière, il y a nettement moins de produits en France qui en contenaient, quoi. Ouais, ça c'est un produit qu'on a développé avec Pierre Roland, du coup, pour le coup, et Blandine Hirondelle également.
qui étaient demandeurs qu'on ait dans notre gamme des produits avec plus, on va dire, de caféine, parce qu'on a le gel Coup de Boost qui en contient un petit peu, mais très peu. Donc on a fait pas mal de versions, pas mal de protos, pas mal d'essais pour aboutir à un produit qui nous semble intéressant. Donc on n'avait pas ce produit dans la gamme. C'est un 7e gel dans un format plus gros aussi, avec plus de glucides. Donc on continue à développer notre gamme de gel au miel. Ok. Tu me disais que depuis que vous aviez votre petite fiole, là, je la montre à l'écran, effectivement, c'est une petite fiole en forme de gel dans laquelle tu peux mettre jusqu'à 3 gels, c'est ça? Alors dans cette petite fiole-là, on peut mettre jusqu'à 3 gels, donc 37 ml. Réutilisable, ouais. Et puis on a une fiole un peu plus grande dans laquelle on peut mettre 60 ml, donc 5 gels. Ouais. Ok. Ouais, donc là, tu la mets dans ton porte-dossard ou dans une poche. Franchement, sur une sortie d'entraînement, tu peux la garder à la main. La texture est assez agréable. Donc sur des sorties de moins de 2 heures. Et puis après, dès que c'est sur les courses, on peut la mettre dans une ceinture, dans un sac à dos. Enfin, ça se greffe un peu facilement partout. Et puis, c'est malin. Et puis ça évite en fait d'avoir plein de gel dans ses poches. Et surtout, ça évite aussi de souiller ces textiles, parce que qui dit gel qui s'ouvre, souvent ça fuit un petit peu. Là, ça se nettoie bien, l'eau chaude, c'est vraiment pratique. C'est un gain de temps énorme. Sur un marathon, une ceinture, tu la sors, tu ouvres, tu appuies, tu refermes, tac, c'est fini. Tu prends la dose que tu veux en appuyant plus ou moins fort. Donc c'est quand même pratique. Et du coup, les gens se font leur propre mélange. Et ils font des tests. Chez Meltonic, chacun fait comme il le sent. On a des préconisations pour le marathon, bien sûr, qui sont l'antioxydant, l'endurance, le coup de boost, et des fois voir le salé. Mais les sportifs qui consomment Meltonic commencent à avoir leurs habitudes. Avec les recharges, ils font des mélanges. Ça peut être un peu de salé avec un peu de menthe. Voilà. Donc c'est vrai que les fioles permettent ça, et du coup, ça donne des possibilités, pas infinies, mais assez larges. De mélange, ouais. Ok. Je vois que tu utilises de la spiruline aussi. Dans le gel que tu tiens dans les mains, il y a un petit peu de spiruline, qui est une algue avec beaucoup de bonnes vertus. Alors, il y en a un petit peu, parce que du coup, c'est quand même assez, on va dire, assez puissant. Ça a un goût. Ça a un goût aussi. Là, on a mixé avec de l'acérola et de l'essentiel de citron vert. Okay. Et du coup, on est sur un goût qui est peu sucré sur ce petit gel. Ok. On en a cité plein, mais c'est quoi le produit peut-être qui se vend le mieux, ou est-ce que vous avez un produit un peu découverte que je pourrais recommander pour les auditeurs et les auditrices extraterriens qui vous connaissent pas bien? Moi, je sais que effectivement le gel historique endurance au goût qui est aux agrumes, je l'aime bien. Je sais qu'il marche bien avec moi, en tout cas sur moi. Est-ce que c'est quoi votre best-seller? Sur les gels, après, c'est vraiment chacun les goûts et les couleurs. On a le coup de boost qui est un gel qui fonctionne bien chez nous. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas Meltonic et qui veut découvrir, on a aussi des packs qui permettent, des packs économiques qui permettent par sport de tester un peu tout. Pack marathon, pack trail, pack cyclo par exemple, ou même pack découverte. Ça permet d'avoir un mix à la fois de barres, de gel, de boissons. Il y a un peu de tout, et comme ça permet d'affiner ses préférences. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça sera un peu les grandes innovations là en termes de nutrition pour les prochaines années? Toi, effectivement, tu me disais, 10-15 ans en arrière, c'était un peu plus light, on va dire, au niveau des athlètes de haut niveau. Là, ça s'est énormément professionnalisé, ça devient presque de la chimie et tout. Vous êtes resté sur quelque chose de naturel, d'assez simple. Selon toi, ça va être quoi? C'est quoi tes convictions et sur les grandes tendances qui vont arriver, sur soit les besoins des consommateurs, soit sur les évolutions qu'il va y avoir sur le marché de la nutrition? Il y aura toujours besoin de tout. Donc, il n'y aura jamais une marque, pour moi, qui sera toute seule sur le marché. Il y aura toujours plusieurs marques. Et nous, on est sur nos valeurs, c'est-à-dire des produits naturels, sans synthèse, à base de produits des abeilles. Après, donc, on a vu ces dernières années qu'il y a eu une tendance quand même un peu sur le salé. Je pense que ça va continuer, notamment dans le trail. Après, sur la route, c'est plutôt des produits bien liquides et digestes qui sont prisés avec pas mal de glucides. Actuellement, on a aussi des appels du pied sur la protéine, puisqu'on a une protéine végétale bio avec poiris, gelée royale qui est très intéressante.
Les tendances, je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas, parce que faudrait être devin. Mais en tous les cas, je pense qu'il y aura toujours des marques plutôt performance, des marques plutôt testostérone, des marques plutôt pour tout le monde, des marques qui plairont aussi aux femmes. Et nous, notre ambition, c'est plutôt de rester sur des produits fabriqués en France, bio, parce que la gamme est bio, et aussi avec des ingrédients qui sont digestes. Voilà, donc des listes d'ingrédients courtes. Donc c'est vrai qu'on innove beaucoup chez Meltonic. L'année dernière, on a eu pas loin de 5, 6, 7 nouveautés. Cette année, on a pas mal de nouveautés dans les tuyaux. Donc voilà, il y aura des bonnes surprises en 2025 sur des choses. On essaie de rester innovant, donc on voit ce qui se fait sur le marché, mais on a aussi des idées. Et donc les idées, ça passe par des tests, des tests en grandeur nature. Hein. L'équipe teste certains produits avant tout le monde, et puis on voit si ça plaît aussi, notamment sur les retraits d'Ossard, parce qu'on fait pas mal de salons sur l'année, ce qui nous permet de voir beaucoup de monde et d'échanger avec nos clients qui nous font des retours et qui sont les bienvenus. Ça nous aide à avancer, que ça soit positif ou négatif. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'innover en permanence J'avais cette conversation avec Vincent Bouillard, tu vois, qui est le vainqueur de l'UTMB, qui travaille effectivement en tant qu'ingénieur chaussures. Je lui disais, une fois qu'on a trouvé une bonne chaussure, est-ce que tu vois, il faut toujours tout réinventer, sortir des nouveaux produits et tout Est-ce que c'est quoi c'est le public qui a besoin de nouveautés tout le temps. Pour moi, tu vois, une fois qu'il y a du gel, je me dis, tiens, c'est bon, quoi. Vous avez craqué la formule, vous l'avez. C'est quoi? C'est les attentes des gens qui veulent de la nouveauté? Non, c'est une très bonne question, Bart. Je rebondis parce que en fait, c'est une super question de la vie, quoi, entre guillemets, puisque une fois qu'on pense avoir un produit qui correspond aux attentes, est-ce qu'il faut le faire évoluer ou pas? Je serais plutôt tendance à dire que un peu oui quand même. Notamment nous, alors, on a toujours des efforts à faire sur les packaging qui peuvent être plus responsables. Donc on va être à l'affût, parce que il faut toujours penser à ça. La planète aujourd'hui, notre terrain de jeu, il est de plus en plus, on va dire, fragile. Et donc, on a toujours des efforts à faire, je pense, nous, en tant que concepteurs, fabricants de produits nutrition sur les emballages. Donc, il faut qu'on soit à l'affût, on part de loin, ça, c'est sûr. En recherche permanente, en veille sur des nouvelles solutions végétales. Donc ça, pour moi, on pourra toujours l'améliorer. Après, au niveau des recettes, je pense que, honnêtement, les goûts changent aussi en fonction des périodes dans lesquelles on évolue. Et là, il y a 10 ans, il n'y avait pas de sujet sur le salé. C'était quelque chose qui était pris que au ravito sur des tucs ou des saucissons. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie demande des consommateurs d'avoir plus de salé. Donc, moi, je pense que oui, les recettes évolueront toujours. Mais le plus gros du job, peut-être, c'est sur les emballages. Il y a vraiment des choses à faire et c'est pas simple de trouver des emballages qui, à la fois, sont écologiques, mais à la fois étanches, à la fois qui permettent d'avoir des DLUO respectables. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça avance quand même à ce niveau-là. Je pense que dans les prochaines années, on pourra peut-être avoir des emballages qui seront plus vertueux, quoi. Et selon moi, vous avez fait une grosse innovation et un vrai changement, tu vois, en faisant justement des fioles qui soient réutilisables et que vous puissiez... que les utilisateurs puissent en tout cas consommer moins de plastique. Est-ce que ça devrait pas presque être imposé, non, par les organisations de course ou par, je sais pas... Les petits sujets qu'on entend en ce moment, c'est que du coup, les emballages de gel doivent être détachables, mais pas complètement déclipsables. Ça, c'est un peu comme les bouchons de bouteilles en plastique. Aujourd'hui, ça a tout bougé il y a pas longtemps. C'est vraiment utile, ça? Je pense que c'est quand même une bonne chose, parce qu'il n'y a rien de plus qui est énervant de voir un papier de gel par terre ou un bout de papier de gel par terre. Parce que du coup, ça va rester dans la nature. Donc déjà que le petit bout, le capuchon ou le bouchon d'une purée ne se dévisse pas, ça me paraît logique qu'aujourd'hui on y arrive à le faire, parce qu'on sait que c'est possible, donc il faut aller dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est vrai que les fioles qui sont refermables, c'est super. Je pense que globalement...
faut vraiment essayer de trouver des solutions pour la planète, quoi. Et j'avais vu aussi pendant un moment des espèces de capsules d'eau, tu vois. Oui, c'est arrivé, c'est reparti, mais l'idée est exceptionnelle, elle est super. Après, il y a le côté hygiène qui est super dur. Il y a eu ça sur le marathon de Paris, je me rappelle aussi, il y avait ça, alors même sur les ravitaux, je pense. Mais bon, c'est une super idée, mais après, dur à mettre en œuvre quand même, d'un point de vue hygiène, je pense. Ouais, parce que tout le monde les touche. Voilà, c'est ça. Si tu arrives sur un ravito, que tu vois des boules d'eau partout, tu sais pas si elle est pas tombée par terre, tu sais rien. Enfin, du coup, tu as moins envie, quoi. Mais de toute façon, il y a toujours des acteurs qui arrivent avec des idées. Et voilà, nous, on est sur des emballages 100% recyclables pour la partie on va dire des poudres, des boissons. Ça, c'est déjà un grand cap qu'on a franchi en 2024 et on sera toujours en veille pour essayer de trouver des solutions voilà, de transport plus vertueux, quoi. Ok, ouais, effectivement, j'avais moins cette notion en tête. Effectivement, il peut y avoir de gros efforts sur les emballages. Là, en 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les emballages. Ah oui, énormément. En fait, il y a 10 ans, beaucoup de personnes achetaient leurs produits énergétiques en grande surface avec une marque bien connue. Et du coup, c'était des tubes de dentifrice, quoi, globalement. Et là, aujourd'hui, il y a presque plus de marques qui gardent ce format, qui est un format qui est épais, qui rappelle effectivement le dentifrice, et puis surtout qui est pas compactable, qui reste dans la nature, qui se voit, qui est en train de disparaître, heureusement. Mais bon, il faut aller plus loin que ça. Faut essayer d'avoir les bouts d'emballage qui ne s'enlèvent pas, c'est important, pour que l'emballage reste en entier, qu'on puisse être jeté dans une poubelle qui permettent de recycler les emballages. Ah ouais, mais c'est ça qu'on se faisait. On se faisait exactement cette réflexion sur le GR20. On se disait, OK, il y a 30 000 personnes qui passent quasiment sur le GR par jour durant l'été. Effectivement, si juste ces 30 000 personnes laissent un petit bout de plastique, à la fin, ça fait des quantités faramineuses à la fin de l'été, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des c'est juste un tout petit coin de plastique. Ouais, mais c'est ça plus ça. Et en fait, il y a des tendances super. Moi, je trouve ces dernières années qui consistent à ramasser au moins un déchet à chaque fois qu'on sort courir. Et moi, je suis fan de ce genre de choses. Je me l'applique et je trouve que c'est hyper valorisant de voir une bouteille en plastique dans un fossé, d'aller la chercher et de la ramener dans une poubelle parce qu'on sait que si personne ne le fait, ça va finir à boucher ça va finir dans la terre, quoi. Donc ça, c'est vrai que s'il y a des initiatives des fois qui sont super, qui sont à s'appliquer à soi-même, ça coûte rien de ramasser 1 ou 2 emballages quand on fait sa sortie, sur des moments où on est moins en intensité, et puis après c'est mis dans le bon endroit, quoi. Ah ouais. Moi je suis passé dans le camp de ceux qui font des remarques, tu vois. Tu sais, si je vois quelqu'un balancer un mégot de clope par terre, par exemple, tu vois, je dis, il y a une poubelle là, à 30 mètres, quoi. De plus en plus, je me permets, en fait, à me dire... bref, chacun son truc. Mais effectivement, c'est une très bonne idée à chaque sortie, essayer de ramasser au moins... Ouais, même dans la rue... c'est même quand on fait pas de sport, quoi, j'ai envie de dire, au final c'est toujours un petit geste. Puis il y en a qui le font pas, donc si certains peuvent le faire, et qu'on est plus nombreux à le faire, en fait c'est hyper important, hein. Ouais. Tu prends quoi toi pendant tes courses? Ça dépend des courses, que moi je suis un peu multiformat, j'adore le court et le long, je varie beaucoup. C'est quoi tes prochaines courses là je vais aller chercher les points pour faire la Diago en 2025. Il me manque une course. J'ai fait le Saint-Jacques avec mon cousin l'été dernier et ça m'a permis de prétendre à être préinscrit. Du coup, ce sera la pierre qui tourne dans le 49 fin mars. Donc ce sera un ultra-trail qui me permettra d'avoir les points et j'espère pouvoir refaire la Diago. Je l'ai fait en 2015, j'en garde un souvenir exceptionnel et j'aimerais la revivre 10 ans après. Ok. Combien du coup ce trail Alors, ça sera 88 km. C'est par chez nous, donc il y a peu de dénivelé. C'est un trail assez boueux, je crois. Donc, voilà, je le fais pour découvrir, mais aussi pour valider on va dire les modalités d'inscription. Et puis, après, j'espère avoir la chance d'être tiré au sort. T'en gardes quoi comme souvenir de la diagonale, du coup, il y a 15 ans?
un de mes plus beaux souvenirs de trail. Objectivement, j'ai trois trails qui m'ont marqué dans ma vie. C'est la CCC en 2008. Alors pourquoi en 2008 ? C'est vrai que c'est la petite anecdote croustillante. C'était pour conjurer le fait de ne pas avoir été aux Jeux de Pékin. À l'époque, on pouvait s'inscrire du jour au lendemain. Donc on va pas aux Jeux. Je dis tiens, je vais faire un truc qui a l'air sympa. Le trail me fascinait un peu. À l'époque, j'étais sur des chaussures de running avec un peu de crampons. Avec et c'était pas encore la mode du trail comme maintenant, et c'était un de mes plus beaux souvenirs, une course très dure où j'ai vraiment été cassé, brisé à l'issue de la course, que j'avais pas l'entraînement d'aujourd'hui qui est beaucoup plus on va dire sérieux, et la diagonale exceptionnelle de par les variations de température, les paysages, l'ambiance au départ que j'ai trouvé fantastique. On a l'impression d'avoir sa famille pendant plusieurs kilomètres sur le bord de la route et ça reste gravé. Les paysages de fou, et puis la difficulté quand même du terrain, les chemins des Anglais qui, je pense, n'est jamais facile. Et après, une autre épreuve qui m'a marqué aussi, c'est une épreuve en Ariège qui s'appelle le Challenge du Mont-Calm. Il propose plusieurs formats et j'ai eu la chance de faire la Pika Pika 2 fois. Donc une fois annulée pour conditions météo. En 2018 je crois, et à l'époque il y avait Blandine Hirondelle aussi qui était coureuse, et du coup l'année d'après 2019 la météo nous a laissé passer, et donc c'était un sacré chantier. Alors c'est pas un trail, hein, c'est plutôt on va dire une aventure de montagne organisée par Nahuel Passeral, un de nos ambassadeurs, et c'est une course très authentique, très dure, hein, parce que de mémoire il y a 110 km pour 13 ou 14 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est des ratios, assez rares. Hein. En France, mais du coup, on traverse 3 pays. Et du coup, je suis parti avec une personne, un ami. Et en fait, on s'est retrouvé à 7 ou 8 à faire la course pendant 47 heures. Et j'en garde un vrai bon souvenir dans les valeurs du trail, c'est-à-dire le partage, les conversations, les échanges informels qu'on sait qui seront très intimistes, mais qui resteront privés. Enfin, c'est un souvenir exceptionnel aussi, parce qu'on est dans les anecdotes. Sur cette course, sur la deuxième nuit, on franchit le dernier col, et là, il y avait une lune incroyable. Et du coup, en redescendant, il y avait des lacs avec des grenouilles partout. On a trouvé le moment tellement magique, on s'est dit, on s'arrête. On s'arrête on s'arrête, on s'allonge, et on fait une pause de 5-10 minutes. Et là, on regardait les étoiles et tout au-dessus, c'était juste incroyable. Des moments magiques, quoi, des moments qu'on partage rarement. Et c'est une très belle course pour ceux qui veulent la découvrir. Mais écoute, merci de la recommandation, je la connaissais pas. La Pika Pika. Pika Pika, ouais. Elle existe. Et du coup, c'est des courses un peu intimistes, il n'y a pas grand monde au départ, mais c'est des belles expériences. Ok, ouais. Et tu dis, elle fait 3 pays, donc tu fais Suisse, Italie. Alors, c'est du coup en Ariège, donc tu fais France, Andorre, Espagne. Ah oui, pardon. Ouais, mais du coup, tu fais un tout petit peu d'Andorre, un tout petit peu d'Espagne. Mais comme c'est à Ozat le départ, et c'est à côté de ces 3 pays finalement. Ok. Eh ben écoute, ouais, je la connaissais pas. Je la note. Ça peut être intéressant. Je reviens en 2 minutes sur la Diagonale des Fous, parce que t'as fait un super temps. Ah la Diagonale des Fous 2015, je l'avais fait tout seul, puisque du coup, je suis parti tout seul. L'assistance ? Non, et il m'arrivait une histoire banale du quotidien de tout le monde, c'est-à-dire que j'avais mon chargeur d'aéroport pour charger mes frontales, et en fait le chargeur n'a pas marché. Je m'en suis rendu compte au bout de 2 heures après le départ, c'est-à-dire que ma frontale a commencé à clignoter, et là je me suis dit ah la vache, c'est le chargeur, c'est sûr. Il indiquait qu'il chargeait, mais en fait il chargeait pas. Donc je savais que ma batterie de secours était au même diapason. Donc du coup, j'ai fini la première nuit en marchant collé à quelqu'un, et c'était très épuisant moralement. Donc je suis arrivé là-haut, j'étais plus fatigué que normal, alors qu'on était au début de l'aventure. Et j'avais un problème, c'est que je savais que je pourrais pas faire la deuxième nuit. Donc du coup, à Sillaos, j'ai demandé à tout le monde s'il n'y avait pas un câble pour charger ma frontale. Et je suis tombé sur un bénévole de la Croix-Rouge qui m'a dit « Je te donne mon câble, vas-y, tu me le rendras à l'arrivée ». Donc j'étais prêt à me dire « Bon, ça va pas le faire ». Mais au dernier moment, en sortant du ravito, il me donne son câble. Et du coup, j'ai chargé ma frontale à tous les postes, un quart d'heure à peu près, pour avoir de la batterie et pour faire cette deuxième nuit. Donc ça m'a pas aidé en termes de temps, mais par contre, ça m'a permis de la finir, et j'en garde un souvenir incroyable. Eh ben écoute, faire le temps que t'as fait,
43 heures. 43 heures. Ouais, je suis content d'avoir fini. C'était une épreuve où on va vraiment au bout de soi-même. J'ai fait ça du coup avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées sur la course. Et à la fin, on a fini à 2. Quand on voit les visages, on se dit que là, la fatigue, elle est bien présente. Ouais, bien sûr. Ça a l'air. Le chaud aussi, non? C'est très dur à gérer sur le Grand Raid. Oui, le froid et le chaud, peut-être que le chaud est plus dur. Ouais. Le chaud, moi j'ai le souvenir d'arriver à l'école, alors je crois que c'est la Possession, où il faisait peut-être 30-35 degrés, pas de vent, plein soleil. Je suis arrivé comme tout le monde en mode assoiffé et j'avais plus d'eau. Et là, je suis resté peut-être 5 minutes sous le lavabo des écoliers à me mettre la tête sous l'eau avant que la température du corps se rafraîchisse. Et ça atteint quand même. Mais bon, après, il y a une partie de plate, on repart un peu dans les quartiers et du coup, ça a terminé en pluie en plus cette édition. Donc du coup, la fraîcheur est revenue, mais il y a des amplitudes thermiques incroyables. C'est vrai que c'est difficile à préparer ces conditions par chez nous parce qu'on n'a pas ces écarts thermiques. Donc faut essayer de faire avec, de s'adapter pour pas bien se couvrir quand il fait très froid, notamment dans les hauteurs. Et puis essayer d'être plutôt habillé très en blanc et puis de bien s'hydrater pour survivre à la chaleur. Ouais. Toutes les éditions ne se ressemblent pas, mais c'est souvent ça, comme j'ai l'impression. Je me demande là au niveau de l'hydratation, ce qu'il faut boire et tout. Faudrait que je fasse un épisode spécial sur cette course qui a l'air qui est mythique, que je connais pas assez bien. On va arriver à la fin de cette interview. Je voulais te demander qu'est-ce qui va sortir bientôt là pour chez Meltonic. Est-ce qu'il y a des petites innovations, des choses qu'il faut guetter? Ça va être quoi les nouveautés pour 2025? C'est quoi les challenges? Ou peut-être je sais pas, une grosse course sur laquelle vous allez être présente pas loin entre mars et juin? Là, en début d'année, on a le gel caféine qui va du coup être utilisé sur les marathons et les trails. Ensuite, on va aller sur le marathon de Paris. Ça sera notre premier grand rassemblement, notre premier gros salon de l'année, qu'on fait néanmoins depuis 10 ans. Mais voilà, le marathon de Paris est un énorme événement sur lequel on prend beaucoup de plaisir à avoir beaucoup de monde. Après, on va aller dans les Alpes au marathon du Mont Blanc. On retournera à l'UTMB. L'étape du Tour, certainement aussi, qui a lieu dans les Alpes cette année. Et puis, en fin d'année, il y a le Rock d'Azur, événement quand même assez fort en VTT vélo, qui propose aussi un format trail. Et on aime bien finir l'année avec la Saint-Élion, qui est une course de nuit assez historique. Ok. Bon, ça fait des endroits où on peut vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de tester, chères auditrices et chers auditeurs, vous y allez, les yeux fermés, surtout, vous dites que vous avez écouté Extraterrien, que vous êtes très content, voilà, du passage de Vincent. J'ai une petite question que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est de savoir comment est-ce que tu progresses? C'est quoi, comment est-ce que tu apprends? Dans quel domaine? Domaine sport? Personnellement? Ouais. Moi, je suis curieux de nature et j'aime bien regarder ce que font les autres. Ça sort du cadre de la nutrition, hein, c'est ce que font les autres, ce que font toutes les marques. Et j'aime bien essayer de visualiser les choses qui me paraissent bien, bonnes. Et du coup, essayer de s'approprier un petit peu les bonnes choses. En voile, c'est ce qu'on faisait. Hein, le parallèle, c'est que tous les jours, il y avait des gens qui naviguaient mieux que les autres. Et chaque jour, on regardait celui qui avait bien navigué, on se disait comment il a fait. Et le fait d'essayer d'identifier ce qu'il avait fait de bien, le lendemain, on essayait de le faire et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un peu ça ma façon de fonctionner. C'est que tous les jours, faut être en veille de ce qui se fait, regarder, voir ce qui nous paraît bien et essayer de voir si on ne peut pas transposer. Ça permet de rester exigeant, ça permet de rester dans le coup, ça permet de se remettre en question sans arrêt, puisque du coup, il n'y a jamais rien d'acquis. C'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et enfin, la toute dernière question, c'est quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer? Ça peut être quelqu'un du monde de la voile, quelqu'un du monde du trail, ça peut être un ambassadeur ou une ambassadrice Meltonic. Qui est-ce que tu
me recommande d'aller voir pour parler trail, pour parler nutrition, pour parler passion du sport? Plutôt du coup trail, pas marin alors. Dans les deux, de toute façon, dans les deux sports, on a fait quand même beaucoup de monde. Tu m'as donné quelques noms effectivement de marins, tiens, mais dans le trail ou dans la course à pied, c'est qui la dernière personne qui t'a impressionné? Honnêtement, Blandine est une personne avec des qualités incroyables d'un point de vue humain et aussi sportive. Donc je pense qu'elle a beaucoup à transmettre. Objectivement, ses résultats parlent pour elle. C'est incroyable ce qu'elle a fait ces dernières années. Donc je suppose que tu l'as déjà interviewée, mais bon, je pense que ça évolue aussi, donc peut-être qu'il y a des choses plus nouvelles. Après, dans le trail, c'est une bonne question. Moi, je t'aurais plutôt préconisé peut-être des marins. Des marins qui sont en train de prendre de l'âge, mais qui ont des noms incroyables et qui ont plein de choses à dire. Je t'ai parlé de Loïc Perron, qui pour moi est un grand marin et qui a une expérience incroyable à partager et qui sait très bien les partager. Donc, pour moi, c'est un profil comme ça qui pourrait être pour toi intéressant d'avoir en studio. Eh ben écoute, challenge pris. Je vais effectivement, ça me ferait très plaisir de revoir Blandine, donc refaire un épisode avec elle, ça serait top. Et Loïc effectivement, grande légende, donc qui est toujours pas venu à ce micro, donc les rendez-vous sont presque pris. Merci infiniment, Vincent, d'avoir pris le temps. C'était génial, je me suis régalé, donc je te dis merci beaucoup et je te dis à très vite. Merci Bart pour ton accueil et ravi d'avoir partagé ce temps ensemble. Salut. Salut.